Bonjour et bienvenue dans cette 7e capsule, même si c'est la partie 6 de la mécanique quantique. 7e partie qui va enfin parler de l'équation de Dirac. Allez go, c'est parti. Pourquoi? Parce qu'on avait laissé Erwin Schrödinger dans une liesse pas possible, hein. Son équation bat tous les records, ça confirme tout ce qu'on avait observé expérimentalement, il n'y a rien à redire à cette équation. Et pourtant, il va y avoir 2 gros écueils. Alors le premier, Erwin Schrödinger en était tout à fait conscient. Et c'est ceci. La relativité restreinte, quand il met au point son équation en 1925, la relativité restreinte a 20 ans. Et avant même ça, il y a le physicien néerlandais Hendrik Lorentz qui avait mis au point des transformations que vous voyez sous vos yeux émerveillés, qu'on appelle les transformations de Lorentz, et qui vont être associées à cette théorie relativiste. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'associer un système d'axes à un objet en mouvement et un autre système d'axes qui sera, lui, immobile. Donc, je ne vous ai pas représenté ici les objets, je représente uniquement les 2 systèmes d'axes. Donc, vous voyez ici celui qui est gradué, on va dire, c'est celui qui est fixe. Et puis, vous en avez un autre, là, qui s'est déplacé le long de l'axe rouge et qui va continuer à se déplacer le long de l'axe rouge au cours du temps. Ce qui signifie que l'axe rouge est commun aux 2 systèmes d'axes, ce sera mon axe X, tandis que les 2 autres, ici, vont être parallèles à leur correspondant. Vous avez l'axe bleu qui est l'axe des Z, et il y aura un axe Z et un axe Z' qui va lui être parallèle. Vous avez l'axe vert qui est l'axe des Y, donc là de nouveau vous allez avoir 2 axes parallèles, un pour Y qui est gradué et l'autre pour Y' qui ne l'est pas, et vous avez ainsi votre système d'axes, le deuxième, celui qui est à votre droite, qui va continuer son petit bonhomme de chemin. Ici, il va se déplacer à une vitesse constante le long de l'axe rouge. Bien. Et Hendrik Lorentz se dit alors, oui, mais prenons un point matériel ici, que vous voyez en bleu. Comment peut-on le répertorier vis-à-vis des axes fixes ou vis-à-vis des axes mobiles? Par rapport au système d'axes fixes, on va avoir un triplet de coordonnées, nous sommes dans l'espace à 3 dimensions, qui va être x, y et z. Et puis, nous allons avoir, par rapport au système d'axes qui est mobile, 3 autres coordonnées, x', y', z'. Le tout est de relier ces 2 triplets de coordonnées. Comment vont évoluer les coordonnées x', y', z' par rapport au système d'axes fixes qui lui fait référence à x, y et z? Eh bien, regardez déjà par rapport aux axes bleus. Donc, manifestement, vous avez exactement le même nombre, c'est-à-dire la même coordonnée, selon l'axe qui est gradué à votre gauche ou selon l'axe qui ne l'est pas à votre droite. C'est pour ça que j'ai tracé ici en pointillé, parallèle ici au plan qui est déterminé par les axes vert et rouge. Et vous voyez ici que cette parallèle qui passe par le point dont on étudie le mouvement, mais manifestement, elle coupe les 2 axes bleus à la même hauteur. Ce qui signifie que Z' sera égal à Z. Bon, jusque-là, ça va. Au niveau des axes verts maintenant, alors j'ai dû retourner ici la figure pour qu'on voit un petit peu mieux, mais manifestement, vous allez avoir aussi les mêmes coordonnées selon l'axe vert gradué ou selon l'axe vert qui ne l'est pas. Ce qui signale que y' est égal à y. Bon, ça, ce sont des données évidemment qui sont attendues puisque vous êtes en train de vous mouvoir selon l'axe rouge qui est l'axe des X. Il n'y a donc aucune raison que Y ou Z subissent ce genre de mouvement. Comment vont évoluer alors X' par rapport à X, mais également T'? Eh bien oui, parce que vous n'avez pas ça dans le système d'axes,
mais le temps va jouer un rôle. C'est même un des objectifs principaux de la relativité restreinte. Donc, au niveau des x, et là je dois comparer par rapport à l'unique axe rouge, puisqu'il n'y en a qu'un, manifestement, vous voyez bien que vous n'avez pas la même chose. X' est différent de x. Et T' va être différent de T également. Donc, le temps par rapport au système d'axe qui est en train de se mouvoir et le temps par rapport au système d'axe fixe, ce sont deux choses différentes. Et c'est précisément l'objectif de Hendrik Lorentz de trouver les formules, que vous voyez d'ailleurs dans l'encadré, de trouver les formules qui vont relier x' à x et t' à t. Voilà les formules. Ce sont les formules de la relativité restreinte, donc même si elles ont été antérieures à cette théorie de la relativité restreinte. Il y a différentes démonstrations qu'on peut voir dans les différentes références bibliographiques. Je vais vous faire une démonstration qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui au moins elle mérite d'être très directe et surtout très simple. Donc, démonstration ici, eh bien, je vais me placer sur le point que vous voyez ici, qui est à l'intersection des trois axes du système mobile. Ça veut dire évidemment, je vais évidemment m'intéresser ici qu'à l'axe rouge, les axes bleus et verts ont été réglés, z' est égal à z, y' est égal à y. Ce que je veux, c'est relier x' à x. Je me situe donc à l'intersection ici. Par rapport à l'axe fixe, je suis où? Je suis manifestement à la coordonnée 6, ici, que vous voyez sur mon dessin, mais ça c'est un dessin, c'est juste pour fixer les idées. En général, je suis à la distance v fois t. Pourquoi? Parce que tout simplement, formule habituelle dès qu'on voit les débuts de la physique, distance égale à vitesse fois temps. Votre système d'axe mobile est en train de se mouvoir à une vitesse v durant un temps t. Donc, manifestement, ici, x, c'est-à-dire le 6 sur mon dessin, est égal à la vitesse fois le temps. Ça, c'est par rapport au système d'axe qui est fixe. Mais pour le système d'axe mobile, je suis en 0, puisque je suis à l'intersection des trois axes. J'ai donc x' égale à 0. Ce qui signifie que j'ai x' est égal à 0 quand x est égal à v fois t, et réciproquement. Ça signifie que x' doit forcément être proportionnel à x moins vt, puisque s'annulant en même temps. X' est égal à 0 quand x est égal à vt, c'est-à-dire quand x moins vt est égal à 0. Je dois avoir une situation de proportionnalité, ce qui justifie déjà la première des trois relations ici de Lorentz. X' est égal à un facteur de proportionnalité que je ne connais pas, gamma, fois x moins vt. Je ne le connais pas pour le moment. Je vais justifier la troisième formule dans quelques minutes. Ça, c'est une chose. Maintenant, une deuxième chose, et pour ça, j'ai besoin d'un petit peu plus de calcul. Donc, je suis au point où z' est égal à z, y' est égal à y, et x' est proportionnel à x moins vt. Le facteur de proportionnalité étant fixé comme étant gamma. Maintenant, je vais demander que la pseudonorme de l'espace-temps de Minkowski soit tout simplement invariante sous cette transformation. En clair, x carré plus y carré plus z carré moins c carré t carré, c'est évidemment la vitesse de la lumière ici, doit être égal à x' carré plus y' carré plus z' carré moins c carré t carré. Bon, au niveau des y carré plus z carré, c'est absolument évident que c'est égal à y carré plus z carré, donc je dois simplement demander que x carré moins c carré t carré soit égal à x' carré moins c carré t carré. Autrement dit, petit tour de passe-passe algébrique, c carré t carré doit être égal à moins x carré plus x' carré plus c carré t carré. Oui, mais je sais que x' est proportionnel à x moins vt. Je remplace donc x' par gamma fois x moins vt.
Petit tour de passe-passe algébrique élémentaire. Je remets ensemble tout ce qui dépend de x carré et j'ai un gamma carré moins 1. J'ai un double produit avec xt, puisque bien évidemment x' au carré va me donner ce double produit. Alors ce double produit ici 2xt est multiplié par moins gamma carré v. Et puis enfin j'ai deux contributions pour t carré, à savoir c carré plus gamma carré v carré. Et ça doit être égal à c carré t prime carré. Oui, mais forcément, t' ne peut s'exprimer que comme une fonction de x et de t. Fonction de x et de t que je fixe comme étant a fois x plus b fois t. Visiblement, pour obtenir le premier membre, c'est la seule façon d'y arriver de manière simple en tout cas. Je vais donc avoir c carré fois le carré de ax plus bt. Ce qui signifie que je vais pouvoir ici identifier a carré à c carré près comme gamma carré moins 1. Je vais pouvoir identifier 2ab c carré comme moins 2 gamma carré v, parce que ce sont les facteurs qui multiplient x fois t de part et d'autre du signe d'égalité. Et enfin, je vais pouvoir identifier b carré à un c carré près comme c carré plus gamma carré v carré. Eh bien, automatiquement, ça va me fixer, parce qu'il suffit tout simplement que j'élève la dernière formule, donc AB est égal à moins gamma carré sur C carré fois V. J'élève cette dernière formule au carré. Pourquoi? Pour avoir A carré fois B carré. Et ça, donc, c'est 1 sur C carré, gamma carré moins 1 fois 1 plus gamma carré C carré V carré. Et ça doit être égal au second membre élevé au carré également, c'est-à-dire gamma exposant 4 divisé par c exposant 4 fois v carré. Vous avez là une équation qui ne porte que sur gamma carré, en fait, parce que les gamma exposant 4 vont se simplifier. Et vous allez avoir alors gamma carré fois a moins v carré sur c carré est égal à 1. Ce qui fixe bien évidemment le gamma carré comme étant 1 sur a moins v carré sur c carré. On revient alors aux formules qui nous donnent a carré et b carré, puisque gamma carré est fixé. Petit tour de passe-passe algébrique et ça fixe a carré comme étant v carré sur c 4 fois gamma carré et b carré comme étant égal à gamma carré. Ce qui signifie qu'en prenant la racine carrée positive, nous avons exactement les formules de Hendrik-Lorentz. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer d'où ces formules viennent. Là, c'est tout simplement donc un mouvement ici d'un système d'axes par rapport à un autre le long de l'axe X. Bien évidemment, on peut raisonner de façon identique pour un mouvement le long de l'axe Y ou un mouvement selon l'axe Z. Donc en fait, on a trois possibilités de transformation de Lorentz. Ce qui est important pour la suite, c'est que je vais écrire ça autrement. Alors, autrement comment? Tout simplement, ici, regardez, d'abord, de la première relation, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement, donc je laisse le gamma ici, et je vais tout simplement définir bêta comme étant V divisé par C. Ce qui signifie que je peux remplacer alors dans x' est égal à gamma fois x moins vt, je peux remplacer donc ça par gamma fois x moins bêta fois ct. Quel est l'intérêt de ça? L'uniformisation. Vous avez ici, au départ, trois coordonnées spatiales, une coordonnée temporelle. Si je multiplie la vitesse c par le temps t, automatiquement j'ai une distance. Donc une coordonnée spatiale. La coordonnée ct est spatiale et c'est mieux de considérer ici ça pour uniformisation. Alors je fais la même chose pour la deuxième formule que je multiplie au préalable par c de façon à avoir évidemment toujours ct ou ct'. Alors bien sûr, j'aurai alors devant le x moins v divisé par c, c'est-à-dire moins bêta, et puis le gamma est alors défini comme 1 sur racine carrée de 1 moins bêta carré. Alors là, automatiquement, ça me suggère quelque chose, parce que ça signifie que gamma carré moins bêta carré gamma carré est égal à 1.
Et une différence de 2 carrés qui vaut 1, ça me fait penser tout de suite aux fonctions hyperboliques. Ce qui signifie que je vais écrire, au lieu d'écrire gamma, je vais plutôt écrire un cosinus hyperbolique de phi. Au lieu d'écrire bêta gamma, je vais écrire ça comme un sinus hyperbolique de phi. Et ça va alors m'amener des transformations de Lorentz sous cette forme-là. Puisque évidemment gamma est remplacé par un cosinus hyperbolique, donc vous avez x' égale à cosinus hyperbolique de phi fois x, puis vous avez moins v gamma t, donc ici moins bêta gamma fois ct, et bêta gamma c'est sinus hyperbolique de phi, donc finalement moins sinus hyperbolique de phi fois ct. Puis, bien évidemment, la deuxième formule, ct', ce sera le cosinus hyperbolique de phi fois ct moins le sinus hyperbolique de phi fois x. On préfère généralement en mécanique quantique ça comme formulation. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être analogue aux transformations typiques des rotations, où là, vous avez des fonctions trigonométriques en lieu et place des fonctions hyperboliques, mais sinon, ça ressemble très très fort. Donc, toujours souci d'uniformisation. Bref, tout ça pour vous dire que voilà les transformations, ce qu'on appelle les transformations spéciales de Lorentz, ou encore des boosts, dont il va falloir tenir compte. Et ça, Erwin Schrödinger savait que son équation n'était pas relativiste. En effet, c'est simple à montrer. Voilà l'équation de Schrödinger, celle qui est dépendante du temps. Vous avez l'habitude ici. Je n'ai pris à nouveau qu'une seule coordonnée spatiale puisque ça suffit en fait pour montrer tout simplement que ce n'est pas une équation relativiste. Alors, je prends ici calibre. Je prends le calibre. Pourquoi? Tout simplement parce que de nouveau, ça suffit pour montrer que ce n'est pas relativiste. Donc, j'annule le potentiel. Voilà l'équation ici dont je vais tester l'invariance relativiste. Ce qui signifie, je fais apparaître les transformations de Lorentz. Les voilà. Alors, qui dit transformation sur les coordonnées dit bien sûr transformation sur les dérivées. Vous commencez à être habitué. La dérivée par rapport à x, c'est la dérivée de x' par rapport à x fois la dérivée par rapport à x', plus la dérivée de t' par rapport à x fois la dérivée de t'. On a eu l'habitude, on n'arrête pas de faire ici des changements de variables. Alors, la dérivée de x' par rapport à x, bien sûr, c'est gamma. La dérivée de t' par rapport à x, c'est moins v sur c carré fois gamma. Donc, vous avez cette transformation-là. Même chose au niveau de la dérivée temporelle. Je vous laisse faire le calcul. La dérivée temporelle, en fait, se transforme comme moins v gamma fois la dérivée par rapport à x' plus gamma fois la dérivée par rapport à t'. On remplace tout simplement. On remplace ici au niveau de l'équation de Schrödinger. Et nous avons ce genre de choses. Je n'ai même pas continué. Pourquoi est-ce que je n'ai pas continué? Parce que j'ai déjà l'apparition ici d'une dérivée seconde croisée. J'ai une dérivée par rapport à x', j'ai une dérivée par rapport à t'. Choses qui sont impossibles à avoir dans l'équation de Schrödinger. Logiquement, qu'aurais-je dû obtenir? IH bar d psi, éventuellement psi' par rapport à t' est égal à moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde par rapport à x' de mon psi ou de mon psi'. Et là, je n'ai rien de tout ça. Donc ça ne va pas du tout. Cette équation, elle n'est pas invariante. Alors, est-ce si grave de ne pas être invariante sous les transformations de Lorentz? Est-ce si grave de ne pas être relativiste? Eh bien oui, c'est gravissime, parce que tout simplement, vous êtes en train d'étudier des électrons. Et un électron, ça voyage très vite. Et un objet qui voyage très vite, dont la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière, ça doit être étudié par une théorie relativiste. Donc la mécanique quantique non relativiste, c'était un premier pas important, mais l'objectif, c'est vraiment de la rendre relativiste, cette mécanique quantique-là. Il faut qu'elle le soit. Et Schrödinger savait parfaitement, parce qu'il a fait ce petit développement que vous voyez sous vos yeux ici, il savait parfaitement que son équation n'était pas relativiste. Il le savait, il savait que c'était un écueil.
Malheureusement, il l'a d'ailleurs avoué, hein, malgré toutes ses tentatives pour mettre au point un pendant relativiste de son équation, il n'y est pas arrivé. Donc, premier écueil, l'équation de Schrödinger, elle n'est pas relativiste. Oups. Deuxième écueil, et ça on le savait aussi, nous, Schrödinger ne le savait pas, ça a été le coup de massue pour lui. 1925, c'est-à-dire l'année de création de son équation, Georges Uhlenbeck et Samuel Gauss-Schmidt imposent le spin. Il faut qu'il y ait du spin dans une mécanique quantique digne de ce nom, dans une équation quantique digne de ce nom. Oups, il n'y a pas de spin dans l'équation de Schrödinger. Et ça par contre, il n'avait pas prévu. C'est arrivé en même temps que la proposition de son équation. Donc, ça a été vraiment le coup de massue. Pauvre Schrödinger. Malgré tout, on ne va pas jeter son équation aux oubliettes, hein. Toujours actuellement, on est en train d'étudier, les chercheurs sont en train d'étudier l'équation de Schrödinger. Quand ils proposent une nouvelle théorie, moi je me rappelle au début des années 80, quand on a parlé des théories supersymétriques, qu'a-t-on fait pratiquement dans les premières choses qu'on a proposées pour cette théorie-là? On a supersymétrisé l'équation de Schrödinger. Donc, elle n'est pas à jeter, cette équation, elle sert toujours actuellement pour commencer des théories nouvelles. Mais, malgré tout, il faut être conscient de ces inconvénients-là. Elle n'est pas relativiste et elle ne tient pas compte du spin. Il va falloir changer ça. Alors on l'a dit, hein, Schrödinger a essayé, il n'y est pas arrivé, il n'a pas pu proposer une équation qui soit relativiste ou qui tienne compte du spin. D'autres s'y sont essayés. Par exemple, ici, nous avons le physicien suédois Oskar Klein et nous avons le physicien allemand Walter Gordon. Ce pauvre Gordon, j'ignore pourquoi, mais je n'ai jamais pu trouver une photo de lui. Peut-être que mes recherches n'ont pas été abouties, je n'en sais rien du tout. Peut-être est-ce dû aussi au fait qu'il soit mort très jeune, hein. Il est mort d'ailleurs un 24 décembre à 46 ans. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je ne connais pas l'histoire des sciences pour pouvoir répondre à ça. Bref, pas de photo de ce pauvre Walter Gordon. En tout cas, les deux, Klein et Gordon, font une proposition et disent tchout tchout, nous on va proposer quelque chose et cette proposition date de 1926. Alors, ils se disent ceci. Qu'a fait Schrödinger? Il a quantifié finalement une théorie newtonienne qui disait que l'énergie, si on considère toujours une particule libre, hein, donc pas de potentiel à l'horizon, l'énergie ici, ce n'est rien d'autre que l'énergie cinétique, c'est-à-dire P carré sur 2m. On sait que Schrödinger a quantifié l'énergie E en disant que c'était à un IH bar près une dérivée temporelle, agissant bien sûr sur une fonction d'onde, et que l'impulsion a été également quantifiée en disant que c'était à moins IH bar près une dérivée par rapport à x, toujours agissant sur psi bien évidemment. Ce qui a amené l'équation de Schrödinger libre que vous reconnaissez sans peine. Klein et Gordon se disent pourquoi partir de cette relation typique de Newton? Pourquoi ne pas partir de la relation d'Einstein qui a le gros bénéfice d'être relativiste? Donc, au lieu de considérer E est égal à P carré sur 2m, considérons son pendant relativiste, E carré est égal à P carré C carré plus M2C4. Pourquoi pas finalement? Et on va quantifier ça. Donc, même proposition que Schrödinger, sauf qu'on ne part pas d'une relation à la Newton, on part de la relation d'Einstein. Voilà. Et donc, on quantifie de la même façon. Le M2C4 reste égal à lui-même, sauf qu'il va agir sur la fonction d'onde psi. Le E, ce sera toujours un IH bar dérivée temporelle, donc ça va me donner moins H bar carré dérivée seconde par rapport au temps, toujours agissant sur psi, et bien évidemment, P carré C carré me donne moins H bar carré C carré dérivée seconde par rapport à X. Bon, on va un petit peu refaire un petit peu tout ça, hein. Déjà, à partir de maintenant, je vais m'éviter les H bar, je ne les écris plus. Ça ne signifie pas qu'ils n'existent pas, mais
On va travailler dans un système dans lequel h bar est égal à 1, donc on ne s'en fait pas. Et en plus, je divise par c carré la relation que vous voyez ici à gauche. Et là, j'ai la relation telle quelle de Klein et Gordon. 1 sur c carré fois la dérivée seconde par rapport au temps, moins la dérivée seconde par rapport à x, plus m2c2, agissant sur psi est égal à 0. Est-ce qu'elle est relativiste? Puisque c'était ça, évidemment, l'objectif. Testons les transformations de Lorentz, mais évidemment, partant de la relation d'Einstein, il y avait beaucoup de chances qu'elle soit relativiste, mais vérifions quand même. Nous avons les transformations de Lorentz, nous avons les transformations au niveau des dérivés, qu'on a calculées précédemment pour montrer que Schrödinger n'était pas relativiste. Il suffit alors de prendre les dérivées secondes, et les voilà. Donc je laisse à votre sagacité le fait de calculer ça, mais c'est vraiment très simple, puisque gamma, v et c sont des constantes, donc c'est une bête élévation au carré, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus malin que ça. Et donc vous avez ceci, alors faites un petit peu ici la dernière ligne moins l'avant-dernière ligne, et qu'est-ce que vous allez avoir? Déjà, regardez les dérivées croisées qui vont s'en aller. Eh ben oui. Et donc, c'est un petit peu l'objectif ici. Vous n'avez plus de dérivée seconde par rapport à x' et t'. Très très bien. Et au niveau des dérivées secondes par rapport au temps, en fait, ça va vous amener 1 sur c carré fois la dérivée seconde par rapport à t'. Tout simplement en utilisant, bien évidemment, la définition de gamma carré qui vous permet d'amener des simplifications. C'est pareil au niveau des dérivées secondes ici par rapport à x'. Ça nous annonce bien un moins dérivée seconde par rapport à x'. Et donc, ça veut dire que cette équation de Klein-Gordon, elle est bien relativiste. Donc, il y a du quantique parce qu'on a amené des opérateurs, il y a de la relativité, ça a l'air d'être bon. C'est pas si bon que ça, en fait, parce qu'il n'y a toujours pas de spin. Non, vous en voyez, vous, du spin? Non, moi non plus. Et en plus, si on commence à s'intéresser à l'interprétation probabiliste, ce que je ne ferai pas ici, eh bien, on aboutit à des probabilités négatives, ce qui est quand même fort gênant. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec cette équation de Klein-Gordon. Toujours pas de spin et des probabilités négatives. Bien essayé, mais c'est pas encore ça qui va nous sauver. Et pourtant, vous remarquez une chose. Il y a déjà quelque chose ici qui doit nous faire réfléchir. Dérivée seconde par rapport à x, dérivée seconde par rapport au temps. Le temps et la coordonnée spatiale sont sur un même pied d'égalité, ce qui n'était pas le cas pour l'équation de Schrödinger. Dérivée seconde par rapport à x, dérivée simple par rapport à t. Donc là, on doit se dire tout doucement, ok, il faut, et forcément c'est typique de la relativité, il faut que le temps soit sur le même pied que les coordonnées spatiales. Alors, on va réfléchir à tout ça, et surtout, c'est Paul Dirac qui va réfléchir à tout ça. Le vrai héros de tous les temps, parce qu'on ne lui rend pas suffisamment hommage, ce type était un génie, et il a réfléchi, nous sommes en 1928, Dirac, lui, il va réfléchir à la question et il va produire ceci. La théorie quantique de l'électron. Nous sommes en 1928, vous voyez, et Dirac écrit tout seul, comme un grand, cette chose-ci. Et vous voyez que je vais traduire avec vous, parce que c'est vraiment le papier original ici. Alors d'abord, vous voyez qu'il est en train de dire, je suis d'abord en train de parler du hamiltonien von Neufield, ce qui veut dire le calibre, et il dit notre problème est d'obtenir une équation d'onde qui va être invariante sous les transformations de Lorentz et qui sera équivalente alors à l'équation 1. Bon, ça je passe puisque nous n'avons pas l'équation 1. Nous allons d'abord considérer le calibre ou l'équation. Vous reconnaissez évidemment la relation d'Einstein, moins p0 carré plus p carré plus m carré c carré, agissant sur psi est égal à 0. Alors, quand je dis que vous reconnaissez la relation d'Einstein, la relation quantifiée évidemment, c'est-à-dire l'équation de Klein-Gordon. P0, vous voyez,
Dirac l'a défini comme W divisé par C. W, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie, ici. Et donc, c'est en fait IH bar dérivé par rapport au temps, mais divisé par C, puisqu'il a divisé par C, tout ça pour de nouveau avoir une uniformisation. Alors, il dit ensuite la symétrie entre P0 et P1, P2, P3, donc le temps et les trois coordonnées d'espace, symétrie qui est bien sûr requise par la relativité, démontre que, puisque le hamiltonien que nous voulons mettre en évidence doit être linéaire en P0, oui, pourquoi? Parce que Dirac est un bon mathématicien. Il sait qu'une dérivée seconde par rapport au temps, ça va nous amener dans une impasse mathématique. Non, prenons une dérivée première. Et si nous prenons une dérivée première pour une dérivée temporelle, nous devons prendre également une dérivée première pour les trois coordonnées spatiales. Donc il dit ça doit aussi être linéaire en P1, P2, P3. Et donc il va postuler son équation. Regardez, c'est l'équation 4 ici dans son papier comme étant P0 plus alpha P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 plus bêta, le tout agissant sur psi est égal à 0. Alors il dit pour le moment, nous ne savons rien du tout de alpha 1, alpha 2, alpha 3 et bêta. Simplement, moi, je vais demander que ce soit indépendant des dérivées. Comme ça va pouvoir commuter avec les coordonnées spatio-temporelles, donc spatio x1, x2, x3, temporel t. En fait, soyons clairs, alpha 1, alpha 2, alpha 3 et bêta vont être des matrices. Donc, Dirac postule que son équation soit du type 4, où il s'agira simplement de déterminer ce que valent alpha 1, alpha 2, alpha 3 et bêta, sachant que ce ne sont pas des fonctions des coordonnées spatio-temporelles, que ce ne sont pas non plus, parce que ça n'a rien à voir avec les impulsions. Ce sont comme qui dirait des nombres. Comme qui dirait. Pourquoi? Allons plus loin ici. Dans la suite de l'article de Paul Dirac, il dit tout simplement, si vous avez P0 plus alpha P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 plus bêta sur psi qui donne 0, je peux très bien appliquer, et ça va toujours donner une égalité à 0, moins P0 plus alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 plus bêta. Pourquoi? Parce qu'il essaye, en fait, puisque lui, il a du linéaire en P0, P1, P2, P3, il essaye forcément de raccrocher ça à la relation d'Einstein, et donc forcément à l'équation de Klein-Gordon, où là, vous avez du P0 carré et du P carré. Ce qui veut dire qu'il faut forcément voir quelque part, et c'est dit de manière un petit peu trop direct, il faut voir la proposition de Dirac comme une racine carrée finalement, chip, on s'entend, comme une racine carrée de l'équation de Klein-Gordon. Et donc, tout simplement, il va multiplier, on va multiplier moins P0 plus alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 plus bêta par P0 plus alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 plus bêta pour obtenir moins P0 carré évidemment, alpha 1 carré P1 carré, alpha 2 carré P2 carré, alpha 3 carré P3 carré, bêta carré, ça ce sont les carrés, et puis vous avez tous les doubles produits. Alors, c'est le changement de signe ici avec devant le P0 qui nous empêche d'avoir les doubles produits du type P0P1, P0P2, P0P3. Par contre, on a les doubles produits du type P1P2, P1P3 et P2P3. Et ça nous donne ce que vous voyez ici dans la deuxième ligne de l'équation 5 de Paul Dirac. Donc, vous avez le double produit, on va dire, sauf qu'on ne sait pas pour le moment si alpha 1 va commuter avec alpha 2. Est-ce que l'ordre a une importance? Ça semble que oui. Donc, plutôt que d'écrire 2 alpha 1, alpha 2, ce qui serait le cas si alpha 1 et alpha 2 étaient des nombres, on va écrire alpha 1, alpha 2 plus alpha 2, alpha 1. De même, devant le produit P1, P3,
on va écrire alpha 1, alpha 3 plus alpha 3, alpha 1. Devant le produit P2, P3, on va écrire alpha 2, alpha 3 plus alpha 3, alpha 2. Et bien sûr, alors nous allons avoir les doubles produits entre guillemets linéaires, donc ceux qui font intervenir bêta. Et de nouveau, on ne sait pas si bêta, ce sera simplement un nombre, donc on ne va pas écrire, par exemple, devant le P1, 2 alpha 1 bêta, on va écrire alpha 1 bêta plus bêta alpha 1. Bien, maintenant, on doit évidemment relier ça au premier membre qu'on veut avoir, puisqu'on veut quelque part retrouver l'équation de Klein-Gordon. Ça va nous amener plusieurs choses. Ça va nous amener, regardez le moins P0 carré, je l'ai, je n'ai rien à faire. Devant le P1 carré, je dois avoir 1 dans Klein-Gordon. Oui, ici j'ai alpha 1 au carré, donc je dois demander que alpha 1 au carré soit égal à 1. Pareil évidemment pour alpha 2 carré et alpha 3 au carré. Le bêta carré, lui, c'est le terme indépendant. Il n'y a pas de P avec le bêta carré. Donc, ça doit être égal à M carré C carré. Bon, jusqu'ici, je peux trouver des nombres dont le carré vaut 1 et dont le carré vaut M carré C carré. Ça, il n'y a aucun souci. Mais, j'ai les doubles produits, entre guillemets, qui vont me demander que, regardez, de P1, P2, j'en ai pas dans le premier membre ici, c'est-à-dire dans l'équation de Klein-Gordon. J'en ai pas. Ce qui veut dire qu'il faut que j'annule alpha 1, alpha 2 plus alpha 2, alpha 1. Alors, les matheux ont une notation pour ça. Alpha 1, alpha 2 plus alpha 2, alpha 1 va être noté comme l'anticommutateur de alpha 1 et alpha 2. Et ça doit donner 0. Ce qui signifie que je ne peux pas avoir de nombre. Il n'y a aucun nombre qui satisfont à la fois d'être de carré égal à 1 et qui vous donne un produit égal à 0. C'est pas possible. Or, j'en ai une série de produits qui valent 0, d'anticommutateurs. J'ai l'anticommutateur de alpha 1 et alpha 2, j'ai l'anticommutateur de alpha 3 et alpha 1, j'ai l'anticommutateur de alpha 2, alpha 3, et j'ai tous les anticommutateurs de bêta avec alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Qu'est-ce que c'est que ça pour des choses? Ce ne sont pas des nombres. Ça va être des matrices. Et ça tombe bien, puisque évidemment les maths sont toujours là pour pourvoir à ce que la physique propose. Nous avons ici une théorie qui a été mise au point au XIXe siècle par le mathématicien anglais William Clifford. Et Clifford, ici, a étudié ces algèbres-là, parce que c'est une algèbre que vous avez sous les yeux. C'est ce qu'on appelle les algèbres de Clifford, bien évidemment, qui font appel à des matrices. Donc en fait, la seule façon d'avoir accord avec ce que vous demandez pour retrouver, quand vous élevez au carré type l'équation de Dirac et pour retrouver l'équation de Klein-Gordon, la seule façon, c'est d'avoir des matrices. Et mieux que ça, puisque Clifford a été très complet, il vous dit, vous ne pouvez avoir que des matrices de dimension 4. Poupou! Voilà. Donc, alpha 1, par exemple, alors c'est un choix possible, c'est le choix qu'a pris Paul Dirac. Vous avez d'autres matrices de dimension 4 qui satisfont ces contraintes-là, mais voilà, c'est un choix possible. Voilà, si vous aimez bien multiplier des matrices, vous pouvez vérifier que le carré de alpha 1 de cette matrice de dimension 4 vaut bien 1, c'est-à-dire la matrice identité, que le carré de alpha 2 vaut bien la matrice identité. Pareil pour le carré de alpha 3 qui vous redonne la matrice identité. Bêta, vous avez évidemment le facteur MC qui multiplie la matrice de dimension 4, mais la matrice de dimension 4 en elle-même a un carré qui vous redonne l'identité. Et puis chacune de ces matrices anticommute avec les autres. Donc en fait, quand vous changez l'ordre, vous avez un signe moins qui apparaît. C'est exactement ça que ça veut dire. Alpha 1, alpha 2 est égal à moins alpha 2, alpha 1. C'était la seule façon, c'était d'avoir des matrices. Parce que forcément, des nombres dont le produit, quand vous permettez l'ordre dans le produit, vous donne un signe moins, ça n'existe pas. Il fallait que ce soit des matrices. Alors, je vais écrire ça autrement parfois. Je vais écrire ça en faisant intervenir les matrices de Pauli, qui sont sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Ça nous évite d'écrire parfois des matrices de dimension 4. Mais
clairement, ce sont des matrices de dimension 4 hein, que vous avez. Les matrices sigma sont des matrices de dimension 2. Les zéros que vous voyez apparaître ici, ce sont des matrices nulles de dimension 2. Et le i que vous voyez dans le bêta, c'est la matrice identité de dimension 2. Donc ça ne change pas. Vous aurez remarqué que j'ai enlevé un C ici dans la matrice bêta. C'est fait exprès, dorénavant, il n'y aura plus de C. Je vais faire comme avec le H-bar. Je vais le poser égal à 1. C'est de travailler dans un système qu'on appelle le système des unités naturelles et ça nous évite des longueurs. Et regardez, voilà, c'est évidemment ce que Dirac avait proposé. Hein. Donc, nous devons trouver maintenant 4 matrices alpha qui satisfassent les conditions 6. Les conditions 6, c'est celles que je viens de vous montrer. Donc, le carré qui vaut l'identité et l'anticommutation. Nous devons faire usage ici des matrices sigma 1, sigma 2, sigma 3, qui sont les matrices de Pauli. Donc, hein, voilà. Et Paul Dirac ajoute que Pauli a introduite pour décrire les 3 composantes du moment angulaire de spin. Voilà qu'on en parle, hein, de spin. Mais alors, il précise, nous ne pouvons pas cependant simplement prendre les sigma pour être 3 de nos alphas. Parce que ce serait alors impossible de trouver une quatrième. Eh bien oui, il faut 4 matrices. Il faut alpha 1, alpha 2, alpha 3, mais il faut aussi bêta à cause de la présence de la masse. On aurait une masse nulle. On pourrait se contenter des matrices de Pauli, mais non. On a une masse différente de 0. L'électron a une masse différente de 0. Donc, il y a une quatrième matrice qui est la matrice bêta. Et donc, Clifford, qui a étudié ça en son temps, nous dit matrice de dimension 2, les gars, c'est pas possible. Il faut passer aux matrices de dimension 4. Nous avons donc des matrices de dimension 4. Eh ben, c'est comme ça. Alors, ici, ça veut dire que, revenons à nos moutons, ça veut dire que l'équation 4 ici va s'écrire comment? Le P0, alors ici j'ai pris un moins P0, mais enfin bon, c'est moins I fois la dérivée par rapport au temps. Puis vous avez le P1 qui est moins I fois la dérivée par rapport à X. Vous avez la matrice alpha 1 qui a des sigma 1 sur l'antidiagonale. C'est pareil pour les autres. Hein. Vous avez ici dérivée par rapport à Y, dérivée par rapport à Z. Et puis vous avez chaque fois les matrices antidiagonales avec les matrices de Pauli. Bien sûr, bêta, c'est M fois une matrice diagonale. Maintenant, si vous multipliez ça par cette matrice diagonale en question à un signe moins près, vous allez obtenir ceci. Pourquoi je fais ça? Pour avoir quelque chose de plus symétrique de nouveau entre le temps et les coordonnées spatiales. Pourquoi? Parce que vous allez avoir alors la matrice bêta qui va être devant la dérivée temporelle. Vous allez avoir des matrices qui ressemblent aux matrices alpha, mais qui en diffère par un signe près. Et puis, vous avez le moins m, là, qui est tout seul, là, bêtement, mais normalement, il devrait multiplier une matrice identité de dimension 4, hein, mais enfin, on l'écrit comme ça. Et ça, je vais l'écrire de nouveau de façon différente. Alors, en faisant appel à des notations covariantes et contravariantes. Attention, donc ça, c'est typique de la relativité. Alors, sans vouloir entrer dans les détails du tout, les covariants, c'est avec des indices en bas. Donc, les indices. Quoi. Tandis qu'avec contravariants, ce sont les indices en haut, donc comme des exposants, si vous voulez, mais ce ne sont pas des exposants. Et au niveau de la dérivée temporelle, que vous mettiez l'indice en haut ou en bas, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que P indicé par 0 ou P avec un exposant chip 0, c'est I fois la dérivée par rapport au temps. Par contre, au niveau des dérivées spatiales, il y a un changement de signe. Ça, c'est dû à la métrique de l'espace-temps. Donc, je n'explique pas tout ça, parce que c'est typique de la relativité, et sinon je n'en sortirai jamais. Mais il y a une différence entre les covariants et les contravariants au niveau des impulsions spatiales. Une différence de signe simplement. Alors, ce qui veut dire qu'ici, je vais pouvoir remplacer. Regardez, donc, I fois la dérivée temporelle, je remplace par P0 covariant. I fois la dérivée par rapport à X, je remplace par le P1 covariant.
I fois la dérivée par rapport à y, je remplace ça par le P2 covariant, et I, la dérivée par rapport à Z, je remplace ça par le P3 covariant. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais encore maintenant simplement redéfinir les matrices. La première que vous voyez devant le P0, je vais l'appeler gamma 0, avec un 0 au-dessus. Celle que vous voyez devant le P1, je vais l'appeler gamma 1. Celle que vous voyez devant le P2, je vais l'appeler gamma 2, et celle que vous voyez devant le P3, je vais l'appeler gamma 3. Et ce sont les matrices gamma de Dirac, ce sont surtout celles-là avec lesquelles on va jouer par la suite. Dirac a proposé ces alphas, voilà, et qui était très très bien, mais maintenant les auteurs modernes ne parlent plus que des matrices gamma. Et matrices gamma, qui ont donc la particularité d'être telles quelles, vous pouvez vérifier avec les matrices que je vous ai données explicitement, mais celle qui est gamma 0 aura un carré égal à l'identité, tandis que les autres auront un carré égal à moins l'identité. Elles anticommutent, ça ne change pas du tout, ce qui veut dire que nous allons résumer toutes ces relations avec une relation d'anticommutation en disant que l'anticommutateur entre gamma mu et gamma nu est égal à 2G mu nu. Oui, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais ça va mieux en le disant que les indices et les exposants grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3. 0 faisant référence au temps, 1, 2, 3 aux coordonnées spatiales. Donc ici, gamma mu, gamma nu anticommute pour donner 2G mu nu. Et G mu nu, c'est quoi? C'est un tenseur, tout simplement, hein, typique de la relativité restreinte. En fait, ça fait référence aux différents éléments d'une matrice de dimension 4 que je vous ai remis ici et qui traduit la métrique de l'espace-temps de Minkowski. Donc, un plus 1 pour ce qui est temporel et un moins 1 pour ce qui est spatial. Donc, on va retenir les matrices de Dirac sous la forme gamma. C'est la forme covariante de l'équation de Dirac. C'est plus facile de l'écrire comme ça. C'est plus facile de considérer ce qui va suivre aussi avec ces matrices gamma. Alors, justement, parlons-en. Est-ce que cette équation de Dirac est relativiste? Est-ce qu'il y a une invariance relativiste? C'est-à-dire, partant de l'équation gamma mu p mu moins n agissant sur psi, est-ce qu'on peut dire que gamma mu p' mu moins m agissant sur psi' est égal à 0? Parce que c'est ça l'invariance relativiste. C'est de dire, avec vos x' et donc vos p', est-ce que vous avez la même équation? Éventuellement un changement de fonction d'onde près. Bah oui, en fait. Alors, je vais vous le montrer sur deux transformations. Et ceci clôturera la capsule qui est déjà relativement longue. Je vous annonce une deuxième, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'équation de Dirac. Donc ici, alors je vous mets d'abord les conventions. Les conventions sont que ce qui est contravariant, donc ici x avec un indice 0 au-dessus, x avec un indice 1 au-dessus, x avec un indice 2 au-dessus, x avec un indice 3 au-dessus, va respecter les signes. Donc x0 ce sera t, x1 ce sera x, x2 ce sera y et x3 ce sera z. Ça va être nos conventions dorénavant. Plutôt que de parler de t, x, y et z, on va tout résumer avec un x mu, mu indice au-dessus. Alors ça implique que, mais on l'a déjà vu, que les covariants au niveau des impulsions ont tous un signe plus également. Donc plus i dérivé par rapport à t pour P0, plus i dérivé par rapport à x pour P1, plus i dérivé par rapport à y pour P2, et plus i dérivé par rapport à z pour P3. Je considère maintenant une rotation dans le plan xy, c'est-à-dire dans le plan x1, x2. Alors, je vous rappelle, chose que vous pouvez retrouver notamment à l'aide du petit schéma ici, si vous faites une rotation d'un point de coordonnées 4, 3, une rotation dans le sens trigonométrique par rapport à un angle de 30 degrés et avec un centre de rotation qui est l'intersection des deux axes, vous aboutissez à un point de coordonnées 1,96 et 4,6. Comment retrouver ces 1,96 et 4,6 là?
en multipliant tout simplement 4 et 3 respectivement par des cosinus et des sinus. Donc, concrètement, 1,96, ce sera le cosinus de 30 degrés fois 4 moins le sinus de 30 degrés fois 3. 4,6, ce sera le sinus de 30 degrés fois 4 plus le cosinus de 30 degrés fois 3. En général, en oubliant qu'on part de 4, de 3 et qu'on fait une rotation de 30 degrés, en général, ça va nous donner les formules x'1 est égal à cos θ x1 moins sinus θ x2, x'2 est égal à sinus θ x1 plus cosinus θ x2. Donc ça, ce sont les formules pour une rotation dans le plan x1, x2. Comme il ne se passe rien au niveau de x0 et x3, j'ai forcément x'0 égale à x0, x'3 est égal à x3. Je calcule, je ne vous refais pas la même chose, mais de nouveau, c'est ce changement de variable et son implication au niveau des dérivés à travers un jacobien. Au niveau donc des impulsions, P'0 sera égal à P0, P'3 sera égal à P3. P'1 sera égal à cos θ P1 moins sinus θ P2, P'2 sera égal à sinus θ P1 plus cosinus θ P2. Je vais remplacer tout ça évidemment. Donc, je vais partir ici de l'équation que vous voyez à l'extrême droite, donc l'équation avec des primes, gamma mu P' mu moins M psi' égale à 0. Je vais remplacer les P' par ce que vous voyez ici. Donc, je remplace P'0 par 0. Je remplace P'1 par cos θ P1 moins sinus θ P2. Je remplace P'2 par sinus θ P1 plus cos θ P2. Et je remplace P'3 par P3. Ensuite, je regroupe tout ce qui est typique de P1 et tout ce qui est typique de P2. Ce qui me donne la deuxième ligne que vous voyez ici, gamma 0 P0 plus gamma 1 cos θ plus gamma 2 sinus θ le tout fois P1 plus moins gamma 1 sinus θ plus gamma 2 cos θ le tout fois P2 plus gamma 3 P3 moins M. Agissant sur quoi? Psi', je ne sais pas ce que c'est, mais je dis que ça va être une matrice S fois psi. Matrice S qui est inconnue pour le moment, égale donc à 0. Alors, cette matrice S, justement, c'est une matrice de nombres, donc ça commute avec tous les P. Ça va donc rejoindre les matrices respectives. Je vais donc avoir gamma 0S, gamma 1S, gamma 2S, gamma 3S, etc. Oui, mais je vais aussi avoir moins MS. Alors, pour éliminer ça, je multiplie la deuxième équation par S-1, donc l'inverse de la matrice S. Ce qui veut dire que j'ai automatiquement un moins M qui agit sur psi. Et par contre, j'ai des changements au niveau des matrices. Regardez ce qui multiplie P0. Ça devrait être normalement gamma 0 si j'ai une invariance relativiste. Mais c'est S-1 gamma 0S. Je vais demander tout simplement que S-1 gamma 0S soit égal à gamma 0. Pareil pour le 3, S-1 gamma 3S, je vais demander que ce soit égal à gamma 3. Tout ça pour assurer l'invariance relativiste. En fait, je vais profiter de la liberté que j'ai sur S pour imposer l'invariance relativiste. Je vais imposer S, je vais contraindre S pour avoir l'invariance relativiste. Alors, c'est pareil, ça va me demander que S-1 gamma 1 S cos θ plus S-1 gamma 2 S sinus θ soit égal à gamma 1. Ça va me demander que moins S-1 gamma 1 S sinus θ plus S-1 gamma 2 S cosinus θ soit égal à gamma 2. Voilà toutes les contraintes, celles qui sont encadrées, que j'ai sur S. Quelle est la matrice S qui va me satisfaire ça? Alors déjà, je peux l'écrire autrement, parce que des inverses, voilà, ça ne nous enchante pas. Donc, je remultiplie tout par S pour éviter les inverses. Ça veut dire que gamma 0S doit être égal à S gamma 0. Ça veut dire que S doit commuter avec gamma 0. Au niveau de gamma 3, c'est pareil. Gamma 3S doit être égal à S gamma 3. Donc, S doit commuter avec gamma 3. Vous n'en avez déjà pas beaucoup. Donc, pour ceux qui connaissent les algèbres de Clifford, ici, en fait, vous avez 16 éléments.
dans une algèbre de Clifford, et vous les éliminez au fur et à mesure en disant est-ce que tu commutes avec gamma 0, oui ou non. Vous en éliminez déjà 8 sur 16. Et puis, dans les 8 qui restent, est-ce que tu commutes oui ou non avec gamma 3? Là, de nouveau, vous allez en éliminer la moitié. Donc, il va vous rester 4 matrices. Et puis finalement, vous avez encore 2 contraintes, à savoir que gamma 1 S cos θ plus gamma 2 S sinus θ doit être égal à S gamma 1, et moins gamma 1 S sinus θ plus gamma 2 S cos θ doit être égal à S gamma 2. Bon, il vous reste normalement 4 matrices, mais je vais vous éviter tous ces calculs et je vais vous donner la réponse. Et je vais vous dire que la matrice S qui convient est celle-ci. C'est cosinus θ demi qui multiplie la matrice identité. Oui, l'identité commute évidemment avec gamma 0 et gamma 3, plus sinus θ demi fois la matrice gamma 1, gamma 2. Parce que gamma 1, gamma 2 commute avec gamma 0 et gamma 3 également. Mais en plus, je vais vous persuader, je l'espère en tout cas, que la troisième contrainte est bien satisfaite. Et je vous laisse en exercice la quatrième. Donc je commence avec gamma 1 S cos θ plus gamma 2 S sinus θ. Je remplace S par cosinus θ demi plus sinus θ demi, gamma 1, gamma 2. Bien sûr, j'utilise les relations typiques des matrices de Dirac, savoir que gamma 1 au carré c'est moins l'identité, gamma 2 au carré c'est moins l'identité, et gamma 1 et gamma 2 anticommutent. Alors, quand j'utilise tout ça, j'ai finalement un coefficient fois gamma 1 plus un autre coefficient fois gamma 2. Le coefficient qui multiplie gamma 1, c'est cos θ cosinus θ demi plus sinus θ sinus θ demi. Bon, ça sent la trigonométrie, ça. On sait évidemment que cos θ, c'est cos carré θ demi moins sinus carré θ demi. On sait aussi que sinus θ, c'est 2 sinus θ demi cosinus θ demi. Je mets tout ça en route. J'obtiens alors ce que vous voyez ici. Bon, regardez les deux derniers termes. Finalement, ça me donne un plus sinus carré θ demi cosinus θ demi. Vous avez alors cosinus θ demi qui se factorise. Et qu'est-ce que vous avez comme facteur? Cos carré θ demi plus sinus carré θ demi, c'est-à-dire 1. Donc ça, c'est en fait égal à cos θ demi. De la même façon, vous avez le deuxième facteur, toujours les mêmes formules trigonométriques, qui se réduit finalement à sinus θ demi. Donc, votre premier membre, gamma 1 S cos θ plus gamma 2 S sinus θ, est finalement égal à cos θ demi gamma 1 plus sinus θ demi gamma 2. Ça, ce n'est rien d'autre que S fois gamma 1, c'est-à-dire ce que je voulais effectivement par rapport à la troisième contrainte sur la matrice S. Je vous laisse vérifier que la quatrième contrainte est également satisfaite par cette matrice S. Donc finalement, cette matrice S, je la connais, mais mieux que ça. Parce que ce qui va m'intéresser, ce n'est pas les transformations qui sont typiques d'un groupe, ce sont les transformations infinitésimales qui sont typiques d'une algèbre. Et si je me balade avec un θ qui est infinitésimal, rappelez-vous les développements en série des cosinus et des sinus, ça veut dire que le cosinus se réduit à 1 et que le sinus se réduit à son argument, donc à θ demi. Donc, du point de vue infinitésimal, la matrice S se réduit à la matrice identité plus θ demi fois gamma 1, gamma 2. Eh bien, je retiendrai qu'au niveau algébrique, j'ai 1 demi gamma 1, gamma 2. Ce S-là va m'assurer l'invariance relativiste par rapport à cette rotation dans le plan x1, x2 de l'équation de Dirac. Alors, il n'y a pas que cette rotation-là, nous sommes dans un espace à 3 dimensions, donc nous avons 3 plans. On a le plan x1, x2 qui va me chercher la matrice 1 demi gamma 1, gamma 2. Nous aurons le plan x1, x3 qui ira chercher la matrice A demi gamma 1, gamma 3. Et nous aurons le plan x2, x3 qui ira chercher la matrice A demi gamma 2, gamma 3. Ça, c'est pour les rotations. Maintenant, les transformations de Lorentz, ce que je vais appeler boost. Alors ça va chaque fois jouer entre le temps et une des coordonnées spatiales. Donc, j'ai pris par exemple ici le x, c'est-à-dire x1. On l'a vu, je vous renvoie au début de cette capsule si vous ne vous en souvenez plus, mais ça veut dire que le temps ici,
plutôt c fois le temps, va se transformer comme ceci, avec un cosinus hyperbolique phi fois x0, moins un sinus hyperbolique phi fois x1. La coordonnée spatiale, elle, se transforme avec un moins sinus hyperbolique phi x0 plus cosinus hyperbolique phi x1. Et bien évidemment, puisque je joue entre t et x, c'est-à-dire un système mobile qui se déplace le long de l'axe des x uniquement, j'ai invariance au niveau des coordonnées x2 et x3. Donc pareil évidemment au niveau des impulsions. Je vous laisse peut-être calculer la transformation des impulsions P0 et P1. C'est de nouveau très simple. Vous commencez à avoir l'habitude de le faire ici. Bon, je vais refaire exactement le même raisonnement que pour mes rotations. C'est-à-dire ici que je pars de l'équation primée, je remplace P'2 par P2, P'3 par P3, P'0 par cosinus hyperbolique phi P0 plus sinus hyperbolique phi P1, P'1 par sinus hyperbolique phi P0 plus cosinus hyperbolique phi P1. Je regroupe ensuite tout ce qui est typique de P0 et tout ce qui est typique de P1. Alors à niveau, je mets ma matrice S ici à part qui va rejoindre les matrices, et puis je multiplie le tout à gauche par S exposant moins 1. Et à nouveau, je vais avoir des contraintes sur S. Contrainte qui me signale que S doit commuter avec gamma 2 et gamma 3. Et au niveau de gamma 0 et gamma 1, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a du sinus hyperbolique et du cosinus hyperbolique qui apparaît. Mais de nouveau, celui qui connaît l'algèbre de Clifford, ça va très rapidement parce que automatiquement, je dois commuter avec gamma 2, gamma 3. Il va me rester 4 matrices en chantier. Et de ces 4 matrices-là, finalement, il n'y a que cette combinaison-là qui va m'offrir la satisfaction des 2 dernières contraintes. Donc ici, je vais avoir S qui est un cosinus hyperbolique de phi demi moins sinus hyperbolique de phi demi fois la matrice gamma 0, gamma 1. Le raisonnement est absolument identique. Je vous l'ai mis en détail. Bon, il faut simplement utiliser, au lieu des formules de duplication des fonctions trigonométriques, utiliser celles qui portent sur les fonctions hyperboliques et vous avez automatiquement quelque chose qui est satisfait. Ce qui veut dire, puisque c'est l'algèbre qui va m'intéresser, qu'au niveau infinitésimal, le cosinus hyperbolique va se réduire à 1, donc j'aurai la matrice identité, et le sinus hyperbolique va se réduire à son argument. Donc j'aurai simplement moins phi demi gamma 0, gamma 1. Ouais, donc je pense à ça. Ça veut dire qu'au niveau algébrique, pour une transformation de Lorentz qui mêle t et x, je vais avoir à un moins 1,5 près la matrice gamma 0, gamma 1. Automatiquement, et vous pouvez vérifier si vous voulez, pour une transformation de Lorentz qui va mêler t et y, j'aurai gamma 0, gamma 2. Pour une transformation de Lorentz qui va mêler t et z, j'aurai gamma 0, gamma 3. Ce qui veut dire qu'au total, et là, je parle uniquement au niveau de l'algèbre, c'est-à-dire des transformations infinitésimales, donc des très petits angles. Les rotations vont me donner lieu à 3 opérateurs, et j'attire votre attention là-dessus. Regardez ces 3 opérateurs. Vous avez la partie orbitale, moment angulaire orbital avec les dérivés, mais ici, vous avez des matrices. Moins 1,5 gamma 1, gamma 2, moins 1,5 gamma 3, gamma 1, moins 1,5 gamma 2, gamma 3. C'est bon ça. Pourquoi est-ce que c'est bon? Parce que nous avions vu dans la capsule sur le spin que le spin se traduisait à l'aide de matrices. Le moment angulaire intrinsèque se traduit à l'aide de matrices. C'est ça qui manquait, en fait, dans l'équation de Schrödinger et dans l'équation de Klein-Gordon. Il n'avait pas de matrice au départ. Alors, qu'elle soit non invariante ou invariante relativistiquement parlant, ces équations ne pouvaient pas avoir de spin. Tandis qu'ici, je vais avoir le spin. Il est là. C'est à cause de la présence des matrices que j'ai le spin. Et vous avez ces 3 opérateurs-là
qui vont vérifier les relations de commutation d'un moment angulaire intrinsèque. J'ai juste mis ici, d'habitude les physiciens mettent des i, j'ai un petit peu redéfini ça pour avoir une bonne algèbre réelle. Bah, vous mettez des i si vous voulez, bon voilà, ça n'a aucune importance pour ce qui va suivre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le moment angulaire maintenant va être qualifié de total. On a une partie orbitale et on a une partie spin. Il y a les deux en même temps. Et donc, l'équation de Dirac, de par la présence des matrices, non seulement elle satisfait la variance relativiste, mais en plus elle tient compte du spin. Alors, au niveau des transformations de Lorentz, des boosts, vous avez aussi 3 opérateurs. Les voilà, avec leurs matrices correspondantes. Et ça, ça va former ce qu'on appelle l'algèbre de Lorentz. Et ça va être la base de la mécanique quantique relativiste. Vous devez avoir une équation qui est invariante sous l'algèbre de Lorentz. Et c'est le cas. Alors, on va en parler de cette algèbre de Lorentz. Ce sera l'objectif de la capsule suite. Donc là, ce sera encore très très matheux. Voilà. Ajoutons également les translations à travers les impulsions. Et là, j'ai laissé les i parce que pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop. C'est surtout l'algèbre de Lorentz qui va m'intéresser dans un premier temps. Mais vous avez un total de 10 transformations. Vous avez 3 rotations, vous avez 3 boosts et vous avez 4 translations. Et ce total de 10 transformations va donner lieu à un groupe qu'on appelle le groupe de Poincaré et au niveau infinitésimal, l'algèbre de Poincaré. Et ça va être la base de toute théorie quantique relativiste. Vous devez avoir ces 10 transformations-là, cette algèbre, alors surtout de Lorentz, mais spécifiquement de Poincaré aussi, on va en parler également. C'est important et je vais exploiter ces considérations-là dans la capsule qui va suivre. Mais avant ça, petit spoiler alerte, warning, vous avez des matrices de dimension 4. Et oui, c'est l'algèbre de Clifford qui vous la pose. Et ça a été une surprise pour Dirac. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça l'a surpris? Parce qu'il connaissait la théorie sur le spin. Il savait que le spin demandait, pour un électron, spin 1,5, demandait des matrices de dimension 2. Et le voilà avec des matrices de dimension 4. Et on ne peut pas s'en passer. Sinon, toutes les algèbres de Clifford sont mises à mal et Dieu sait que Clifford avait raison. Donc on ne peut pas s'en passer de ces matrices de dimension 4. Nous voilà avec une équation de Dirac qui est relativiste, qui tient compte du spin, mais avec des matrices de dimension 4, alors qu'on se serait attendu à des matrices de dimension 2. C'est le seul problème de l'équation de Dirac. Et on va voir à quoi ça va mener dans la capsule suivante. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, je laisse le suspense pour la capsule suivante. Qu'est-ce que ça va amener ces matrices de dimension 4?